tous ceux qui sont allés aider l'Algérie en 62, il fallait le faire, apporter une aide technique, pratique, théorique, professionnelle, tout ça, c'est extrêmement précieux de le faire. Mais ceux qu'on a qualifiés de pieds rouges parce qu'ils allaient y faire la révolution socialiste, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils se sont trompés eux-mêmes. Hein. Il n'y avait pas les conditions. Hein. Bon, les Algériens vous diront le contraire. Moi, je dis non, il n'y avait pas les conditions. Hein. Parce que, alors là, j'ai connu assez de responsables dirigeants pour savoir que non, l'indépendance, oui. Ça, c'était la cause sur laquelle il y avait l'unanimité, et il n'y avait pas. Mais quelle Algérie après? Il n'y avait pas. Hein, ils étaient ça se divergeait beaucoup et dans tous les sens. Et souvent, en fait, c'était même un problème qui ne posait pas, le plus souvent. Voilà. On a vu très vite, effectivement, les dérives, malheureusement. Pour rester en marge de l'Algérie, mais quand même sur des sujets qui sont sans doute liés, on est à quelques jours des élections européennes. Oui. Est-ce que vous avez quelques inquiétudes par rapport aux annonces qui laissent entrevoir une explosion littéralement des partis extrémistes, pas qu'en France d'ailleurs, un peu partout en Europe? Oui, non, c'est naturellement extrêmement inquiétant et inquiétant vraiment pour la quotidierneté, y compris pour naturellement les émigrés qui sont dans tous les pays européens, parce que c'est pas un phénomène français, c'est un problème européen. Je crois que ce mouvement, c'est le mouvement cyclique actuellement qui dépasse même finalement c'est pas conditionné par le pouvoir parce que ça dépasse. On voudrait nous le faire croire. On est dans un milieu. C'est le contexte général. Ça fait partie, non pas d'un déclin, mais ça fait partie d'un affaiblissement de l'Europe qui n'a plus ses certitudes et qui donc a peur. Elle a peur de l'autre, elle a peur de l'immigration, elle a peur d'être envahie. Souvent des situations comme ça de retranchement. Et en plus, elle n'a plus de projet elle-même, hein, elle est sans projet. Donc, c'est la peur de l'effondrement. Bon. Et donc, le discours nourrit ces positions extrémistes de droite, racistes, parce qu'elles sont ouvertement racistes, ouvertement, d'un racisme, je le dis, peut-être encore plus ouvert qu'il n'était au moment de la décolonisation. Et donc c'est extrêmement dangereux, mais c'est le reflet, je pense, les gens ont peur, on n'est plus dans une société qui est dans l'assurance que demain on vivra mieux, que demain ça ira mieux. L'autre, il l'ignore, il ne veut pas le connaître, il le rejette. Ce qui se passe à Gaza est extrêmement révélateur. Le deux poids deux mesures qui a fait que on accueille avec raison les Ukrainiens qui viennent se réfugier en Europe, mais on refuse 20 personnes qui arrivent sur un bateau du Sud, c'est odieux au dernier degré. Donc c'est un deux poids deux mesures qui est ravageur dans les pays du Sud, hein, parce que dans les pays du Sud, et même en Algérie, hein, il y a un ressentiment dans la population contre ce comportement de l'Europe et de l'Occident en général, mais particulièrement de l'Europe, qui est d'un rapport inégal, encore, qui est ouvertement raciste. Hein, ouvertement raciste. Il y a un journaliste palestinien, avant, qui est Gaza, qui écrivait sur l'Ukraine, il venait des reportages et on lui disait oui, mais par rapport aux gens du Sud, qu'ils soient afghans, syriens ou autres qui viennent se réfugier en Europe, oui, mais les Européens, les Ukrainiens sont blancs et ils ont les mêmes voitures que nous. C'est ce qu'il a entendu. Hein? Donc, c'est effrayant, quoi. Enfin, ça. Donc on est dans l'irrationnel.
Alors, cette montée de l'extrême droite, elle va se manifester jusqu'où elle ira. Il faut espérer que la situation ou des discours, mais malheureusement, souvent les médias, les réseaux sociaux bien sûr, mais les médias les amplifient encore, hein, ces sentiments. Hein. On parle de la guerre aujourd'hui avec comme s'il s'agissait d'aller comme en 14-18 où on partait la fleur au fusil. Hein. Et nous on la reçoit souvent à table entre la poire et le dessert, enfin le fromage et le dessert. Donc c'est un climat très dangereux parce que non seulement dans les opinions publiques, mais elles sont nourries par le discours médiatique. Elles sont nourries par le discours même du pouvoir. Enfin, on va envoyer des soldats en la rue, on va tirer sur la Russie. Enfin, on joue avec des choses, alors que il y a deux menaces majeures. Il y a la menace écologique qui, s'il y avait une guerre, alors là, ce serait fini. Et puis il y a la menace de la guerre avec des moyens de destruction aujourd'hui qui sont pas ceux encore utilisés ni en Gaza, et pourtant Dieu sait si c'est abominable, ni à Gaza, ni en Ukraine. Donc on est dans les responsabilités des dirigeants et on est dans un espèce de fanatisme des médias qui conditionne l'opinion publique. Donc il faut c'est extrêmement inquiétant que cette montée est extrêmement inquiétant, mais elle est malheureusement nourrie par les pouvoirs eux-mêmes qui la combattent, disent-ils, mais en fait l'entretiennent et même l'accentuent. Donc comment ça évoluera? Rien n'est jamais inévitable, rien n'est jamais définitif. On ne peut pas, mais aujourd'hui, ça crée une situation extrêmement dangereuse pour tout le monde, pour l'Europe, pour le monde, voilà. Parce que vous évoquez les conflits dont on a connaissance et qui effectivement font l'actualité. Je veux bien que vous réagissiez également en tant qu'analyste politique, ce sera ma dernière question si vous voulez bien, M. Anderson, sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Que certains comparent à la situation de l'Algérie avant 1954. La Calédonie, c'est typiquement une situation coloniale, mais bien sûr, la situation, il y avait en Algérie, qui était une colonie de peuplement, une majorité, 9 personnes qui vivaient en Algérie sur 10 étaient algériens. Hein. En Kanaki, malheureusement, on a un problème, pas dans les mêmes problèmes, mais inversé en faveur, disons, les Kanaks sont minoritaires. Naturellement, la question de la lutte de libération à ce moment-là ne peut pas se dérouler dans les mêmes conditions. Mais on a absolument et totalement une position coloniale qui doit être dénoncée en tant que telle et qui est là aussi, on le voit, les Kanaks ne cèdent pas. Hein, génération après génération, ils se révoltent et se soulèvent. Mais bien sûr, il y a la richesse des minières qui compte. La situation ne pourra pas se régler par une lutte de libération, parce que ce serait trop inégal. Même une lutte parlementaire est difficile, puisqu'ils sont minoritaires en nombre. Mais c'est vraiment un problème de décolonisation qui doit être imposé à la France par le contexte mondial et qui doit l'être. Naturellement, la résistance kanak est l'élément majeur pour amener cette... Mais on a aussi le problème tout aussi scandaleux de Mayotte, qui non seulement est colonisé, mais considéré comme un département français, le 101e, pour les déclarations et les textes de l'ONU, les 3 îles d'Anjouan, de Mayotte, etc., sont indissociables et ont tous les droits à l'indépendance. Et là, un processus de vote, etc., a fait que non seulement Mayotte a été dissociée des 2 autres îles, mais que non seulement, mais plus que ça, on en a fait un département français, alors que c'est une colonie. Une colonie avec une situation coloniale. Et qui a subi à son tour le problème d'immigration. Et c'est vrai que de ce côté-là,
La France, effectivement, mais aujourd'hui l'ONU est impuissante, elle peut seulement assister aux événements et le secrétaire général de l'ONU peut dire tout ce qu'il veut. C'est bien qu'il le dise parce qu'il a l'autorité d'eux, mais ça n'a pas d'effet. Ça ne changera rien parce que l'ONU est dans les mains des 5 puissances qui ont le droit de veto, et alternativement, ils se refusent dans l'autre. Donc, et en dehors de ça, il peut être que des déclarations qui sont symboliques, mais sans effet. Dont on connaît les limites, effectivement, l'ONU est chargée de la décolonisation, mais elle ne peut pas le faire ni pour, dans le stade actuel, ni pour Mayotte, ni pour du reste pour les Sahraouis, qui sont au troisième, qui sont aussi dans cette situation-là, et aussi avec un droit à l'indépendance reconnu par l'ONU, mais qui est... Donc, il faut qu'il y ait des rapports de force changent dans le monde pour que les situations, elles se régleront, parce que c'est pas possible que ça dure, peut-être ça peut durer encore 30 ans, je ne serai pas là pour le voir, mais à déterminum, c'est impossible. Il y aura des indépendances acquises, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs, ce sera un moment de conclusion, quand on parle du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies et dont on ne sait plus au final qui a réellement tort ou raison, en tout cas quelle est la genèse de cette histoire, on cite souvent, c'est tombé dans le langage courant de dire c'est comme le conflit israélo-palestinien, donc finalement on se rend compte qu'il y a quelque chose de terrible dans le conflit palestinien, d'abord parce que le peuple palestinien lui-même, sa délégation, etc., sur lequel on peut discuter, mais il paye le prix du crime des nazis. Il paye le crime de l'Holocauste. C'est eux les victimes du crime de l'Holocauste, qui est notre crime, en Europe. Allemands, mais européens et blancs. Bien sûr, voilà. Ils payent ce crime-là, et il y a quelque chose d'absolument odieux. Et là aussi, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Global Sud, on parlait de 2 poids 2 mesures pour l'Europe, pour l'Occident. C'est ravageur dans le Sud, le traitement, le rôle d'Israël et de l'Amérique. Les bombes sont américaines. Il n'y a pas de bombe française, mais il y a un soutien français, etc. On est tous responsables de ces crimes abominables et qui contribuent justement à radicaliser les sentiments dans le Sud. Ils peuvent pas. Pour eux, c'est les interdictions de manifestation en France, c'est incroyable. L'interdiction de prise de parole, comme et les arrestations, etc. C'est une prise de position, une prise de parti dans une situation abominable, ignoble. Enfin, on a écoutez, on va provoquer entre le ghetto de Varsovie et Gaza, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Gaza est ô combien pire que le ghetto de Varsovie. Soyons clairs. N'oublions pas l'histoire. On pourrait parler encore et revenir sur la question des anciens nazis qui ont un peu importé aussi les phénomènes de torture, la torture pendant la guerre d'indépendance. C'est un phénomène qui est extrêmement important, je crois. Et on travaille là-dessus du reste en ce moment. Disons, la torture est reconnue aujourd'hui. Macron a reconnu la torture. Déjà, je pense qu'il y a des raisons qui ont permis, c'est qu'il n'appartient pas à la génération qui a fait la guerre. Donc il est, mais il l'a fait, ça, il faut le reconnaître. Et puis il n'a pas d'attache. Et puis il n'a pas d'attache avec l'Algérie. Ni à la social-démocratie, ni au gaullisme. Réellement, il était les deux, mais il est de l'un, aucun. Donc ça. Bon, mais il a fait le chemin, il l'a reconnu pour Oudin, il l'a reconnu pour Ali Boumengel, et même dans un communiqué, il reconnaît
la torture comme système et qui a entaché la politique. Donc ça, la question qui vient après, et qui est logique, c'est comment, vous avez dit, 10 ans après le nazisme, une théorie, qui est la théorie de la révolution psychologique ou lutte contre-révolutionnaire, enfin différents noms sont donnés, qui était théorisée par Lachroix dans les écoles militaires, qui était enseignée dans les écoles militaires, qui a été mise en pratique en Algérie, avec des écoles de torture à Orzef et à Gaja, qui a été appliquée par un guerre, qui était exportée en Amérique latine et en Afghanistan aussi. Cette théorie qui est dans le monde, dénommée théorie française, concept français, est devenue théorie d'État, couvert par le pouvoir, couvert par l'armée, appelé par l'armée, couvert par la justice, couvert par l'administration, et enseigné, etc. Comment c'est possible, 10 ans après le nazisme, qu'une théorie qui légalise la torture comme moyen de guerre puisse devenir théorie, finalement, d'État, pendant la guerre d'Algérie, et soit appliquée, etc. Au-delà de la reconnaissance du fait que la torture a été une réalité, il faut comprendre, c'est une question qui a été posée en 62 directement au moment de l'indépendance par Pierre Vidal-Naquet, il faut comprendre comment c'était possible. Comment, hein? Qu'est-ce qui a fait que l'État a basculé dans cette théorie et qu'il a discrédité dans le monde, c'est très discrédité dans le monde, au-delà même occidental. Comment ça a été possible? Et ça, c'est la question qu'on pose, qu'on voudrait poser et débattre, parce qu'elle est importante aujourd'hui, pour demain et pour hier. Voilà. Et surtout, pour dépassionner un peu le sujet, parce que l'amnistie qu'on connaît, effectivement, les accords d'Évian ont mis fin finalement à... Oui. Alors le problème encore, c'est on va pas les chercher, la plupart ne sont plus de ce monde. C'est pas un problème de vengeance. Ou de réparation. Ou de réparation. Là, je pense que c'est pas ça. C'est un problème d'abord pour les Français, mais au-delà de comprendre comment ça a été possible. On est 10 ans après le nazisme. Des officiers français qui ont été torturés par le nazisme ont torturé des Algériens. Hein? Voilà. Cette chose-là n'est pas souvent encore, même chez les Français, à la voir, n'est pas analysée, n'est pas comprise. Et ça nous semble l'étape suivante après la reconnaissance de la torture comme fait, hein, qui est acquise, là on est d'accord. Mais on n'a toujours pas compris comment. Hein. La France c'est un état de droit, c'était pas et pourtant ça a été possible. Bon, on suivra cette affaire. Vous voyez comment, je suis très bavard, je m'en excuse, mais j'ai profité de l'occasion. Non, mais parce que je savais qu'en plus vous étiez réceptif, je me serais arrêté avant mais c'était des sujets qui étaient importants pour moi de traiter avec vous ce matin, je vous en remercie. Et c'est peut-être de manière, un petit peu rapide, une boucle qu'on boucle, parce qu'on revient à l'histoire, là où tout a commencé, c'est l'édition effectivement du livre La question d'Henri Alleg, et puis de La gangrène aussi, mais voilà. Mais la gangrène qui a suivi, qui était le deuxième, après il y a eu la pacification. Mais voilà, mais la dénonciation à l'origine, enfin, si votre engagement a vraiment pris tout son sens, c'est sur cette... Oui, on peut terminer là-dessus, je crois qu'il faut souligner le rôle de l'édition pendant la guerre d'Algérie était un rôle qu'elle ne jouera plus jamais, parce que maintenant, il y a d'autres moyens de communication, il y a les réseaux, etc. Et elle l'a joué particulièrement pour deux raisons. D'abord, la presse était saisie, et les revues comme Esprit ou les Temps modernes étaient saisies. Et donc, un numéro de journal ou une numéro de revue saisi sont morts. Le livre ne meurt pas. Un livre n'est pas daté. C'est pas la même chose. Et ça a permis au livre, la question, etc., d'être édité, même à l'étranger, mais en France même, elle a continué à être bien sûr, donc, comme quoi. Voilà, et la même chose à gangrène, et même chose il y a eu 30 livres interdits, tous les livres étaient disponibles en France.
le problème, c'est que souvent les libraires ne les voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir des ennuis. Ça. Donc c'était souvent une diffusion militante. Mais le livre a joué un rôle énorme, principalement dans la dénonciation de la torture. Jamil Abouired, c'est la première thème, enfin le premier vraiment. C'est pas qu'on n'avait pas dans les journaux parlé de la torture, mais là, Jamil Abouired, le premier témoignage fort d'une femme, et ça c'est intéressant. Cette femme, on sait qu'elle a mis une bombe dans le misbar, hein. C'est une terroriste, et l'opinion publique à ce moment-là la défend. J'ai interviewé d'ailleurs la petite fille qui à l'époque perd sa grand-mère, Danielle Michel Chiche, qui perd sa grand-mère et qui elle est est violemment blessée. Elle est amputée. Oui, amputée. Non, mais c'est bon. Voilà. Et c'est ça aussi, cette idée que aujourd'hui personne ne veut entendre parler des guerres justes. Pourquoi des gens défendaient jamais Abouired? Et qu'elle ne soit pas condamnée à mort, finalement, c'était une femme bien sûr, mais aussi parce que on a défendu la guerre juste. Les avocats et même les journaux, c'est bon. Tout ça fait. Ensuite, Alleg, alors c'est plus quelqu'un qui rapporte les tortures, mais c'est lui-même et qui le fait de manière admirable. Ça prend Alleg est traduit en 30 ou 40 langues, ça devient, pour moi, Alleg, je le dis, je le répète, a joué dans la guerre d'Algérie le rôle qu'a joué l'image de Nick Hutt dans la guerre du Vietnam, des enfants sur la route, au napalm, brûlés au napalm. La question, au Vietnam, c'est, voilà, mais après, il y a la gangrène, qui montre qu'on torture en France. Donc, il y a eu aussi dans la connaissance. Ensuite, on a publié Les Disparus, qui était la bataille d'Alger. C'est un système. Et puis ensuite, il y a eu la pacification, que j'ai édité, alors qu'il est un livre de la Fédération de France du FLN, qui fait l'inventaire de toutes les formes de répression, c'est-à-dire les camps de regroupement, les enfumades, le napalm, la torture, etc., montrant la globalité de la répression en Algérie. Mais donc, tout ça, et beaucoup d'autres livres, la guerre d'Algérie, le livre de Zora Drif, de Jamil Abou Pacha, tout ça aussi, tout ça a été publié pendant la guerre, dans le cours des événements. Après la guerre d'Algérie, on a trouvé d'autres enfumades, d'autres torturés, d'autres suppliciés, tout. Mais aucun fait de guerre n'avait pas été révélé pendant, tous ont été révélés pendant la guerre d'Algérie. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est pas le cas aujourd'hui au Vietnam, c'est pas le cas même en Ukraine. Malgré la force des répressions. C'est vrai que ça a été possible parce que les Français l'ont fait. Les Algériens n'avaient aucun moyen de diffuser ces faits, etc. Il y a eu un relais, effectivement, du côté français qui ont permis que, en France même, même si peu de gens ont voulu le voir et accepter, et en tout cas, celui qui voulait savoir pouvait savoir. Et ça, c'est quand même une chose très, très significative et très révélatrice de ce qu'a été cette guerre extrêmement complexe. Infime minorité. Je le dis, on dit qu'il y a à peu près 7000, les membres des réseaux insoumis, c'est à peu près 7000 ou 8000 personnes. Moi, je dis, allez, il y a tous ceux qui auraient voulu, mais qui n'ont pas été en contact. Il y a tous ceux qui étaient d'accord, mais qui n'ont peut-être pas fait. Il y a disons 700 800 000. Ça fait pas 2% de la population française d'alors. Voilà. C'était ça, la solidarité avec l'Algérie. Merci, en tout cas, vraiment, sincèrement, je ne sais pas comment trouver les mots, du temps que vous m'avez accordé déjà, et puis vraiment, je le disais en début d'interview, de votre modestie et de votre humilité à avoir fait tout ce que vous avez fait. Bon, si. Non, c'est normal. Ça, c'est votre humilité qui vous fait dire ça. Merci. Et puis, en rappelant juste quand même, si vous m'autorisez, je voudrais conclure là-dessus, qu'on parlait de vos engagements. Vous avez quand même été à un moment, la Suisse, vous avez été expulsé de votre pays de naissance. C'est le processus, enfin tout le processus avec la police, c'est un peu radicalisé, parce qu'en fait, la question coloniale,
j'ai découvert, enfin, après, en 62, au moment de, ça correspond à la fin de la guerre d'Algérie, il y avait aussi les Angolais, il y avait le fascisme en Espagne, au Portugal, tout ça qui nous engageait, mais il y a eu le problème de la rupture sino-soviétique. Et on a découvert à ce moment-là que le parti chinois n'avait pas la même position sur le problème de la décolonisation et du tiers-monde qu'avait l'Union soviétique et le PCF. Hein, voilà. Donc, ça m'a intéressé. Donc, j'ai pu militer chinois sur la question, effectivement, cette question-là. Mais disons, la police suisse, les autorités suisses, la décolonisation d'Algérie, c'était acceptable. Le schisme sino-soviétique, c'était trop. Oui. Ils m'ont dit, voilà, soumettez-nous vos livres avant de les publier. Bien sûr, je vais leur soumettre les livres avant de les publier. Donc, il suffit de vous connaître pour savoir que vous n'allez pas le faire. Ils m'ont prévenu pendant des années qu'un jour, comme étranger, c'était pas possible. Et un jour, ils ont pris la décision de m'excuser. Et donc, ils m'ont excusé. J'ai toujours le même avis sur les mesures étatiques contre quelqu'un. C'est toujours un acte de faiblesse. Je pense que c'est un acte de faiblesse, c'est tout. Voilà. C'est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Anderson. Merci.